Nous sommes le jeudi 22 mars, il est 10h50. Soyez les bienvenus sur France 3, c'est l'instant R, la quotidienne des régions. On va parler bien-être, pratique, mais aussi tendance. Comme ces nouvelles habitudes alimentaires, les Français sont de plus en plus nombreux à opter pour le bio, les produits locaux, les circuits courts, bref, pour retrouver de l'authenticité trop souvent perdue ces dernières années. Nous nous intéresserons ce matin à la généalogie, un loisir prisé des amateurs d'histoire familiale, mais aussi un métier. On parle alors de généalogistes successoraux et des professionnels appelés à la rescousse quand, après un décès, les héritiers ne sont pas connus. Auparavant, c'est l'un des grands défis du XXIe siècle, maintenir le plus grand nombre de personnes âgées à leur domicile. Aujourd'hui, 92% des plus de 75 ans vivent chez eux. La Poste a donc décidé d'offrir un nouveau service, la visite du facteur. L'instant pratique nous emmène en Haute-Garonne. À l'occasion de sa tournée, cette factrice s'arrête 2 fois par semaine chez Stanislas. Vous allez bien? Tout va bien. RAS. Une visite de courtoisie de quelques minutes, histoire de vérifier que tout se passe bien. Là, ça y est, vous avez sorti la chemise, ça y est, je vois. Oui, et puis j'ai mis le ventilateur. Ce service proposé par la Poste est destiné aux seniors isolés. C'est le mois de mai. Ma mission, c'est de lui rendre visite à des heures assez fixes quand même, durant ma tournée. Il me raconte sa journée, ce qu'il va faire, ce qu'il a fait. Donc de suite, je vois et puis après, je lui demande si vraiment il y a un signalement à faire. Et après, c'est lui qui me dit, comme il dit habituellement, RAS. Et là, je sais que tout va bien. Stanislas valide chaque visite sur le téléphone de Samantha. Génial. Une notification que recevra et qui rassurera sa fille. À 86 ans, ce senior vit seul. Pour sécuriser son quotidien, le service comprend également une borne et une montre pour alerter une assistance. Montant de la prestation complète pour la famille, 54 € par mois, dont la moitié est déductible. C'est sa fille Muriel, chef d'entreprise, qui a décidé de s'abonner auprès de la Poste. C'était rassurant pour lui d'avoir finalement, sans ma présence, sans la présence de ses proches, quelqu'un qui vienne plusieurs fois par semaine et qu'il puisse identifier. Il préfère avoir des visites de courtoisie, Oui, hein, papa, exact. courtes mais régulières, et un visage familier et une voiture reconnaissable, hein, le jaune de la Poste. J'ai toujours été habitué à la Poste depuis des décennies, et ça me fait confiance toujours, moi. Puis maintenant, c'est comme des infirmières pour moi qui me surveillent. Elles sont très sympathiques et tout, voilà. La Poste souhaite répondre aux besoins d'une population vieillissante. Un quart des plus de 75 ans vit seul à domicile. Le courrier voit ses volumes baisser de plus en plus. Et donc, nous avons souhaité faire évoluer le métier du facteur vers le monde des services. Le service de proximité, le facteur passe 6 jours sur 7 sur tout le territoire français. Et donc, nous avons vocation à faire ce lien avec la population. Le facteur est l'une des rares personnes à avoir accès à votre porte. Un privilège que la Poste veut désormais capitaliser. Et pour plus de renseignements sur le programme Veillez sur mes parents, rendez-vous sur laposte.fr. Alors on le voit, les temps changent, les habitudes alimentaires également. Dans la mesure de leurs moyens, les Français tentent de manger moins, mais mieux. Ils sont de plus en plus nombreux à privilégier le bio, les circuits courts ou encore les produits locaux. Certains décident même de réduire considérablement leur consommation de viande jusqu'à devenir végétariens pour 5% de la population. Un phénomène très à la mode, décortiqué par notre équipe de Nantes. Il flotte comme un parfum de remise en cause dans l'air. La folie fast-food, débarquée des États-Unis à la fin des 70s, est encore là, oui. Mais l'homme moderne semble avoir un coup de fourchette plus réfléchi. Tout va trop vite, surtout entre midi et 2. Même la pause sandwich a pris un goût de jeune. Tous les matins chez le boulanger, ma recette. Nous sommes sur une mayo jalapenos sans œufs, un guacamole, des petits oignons frits, une saucisse 100% végane et des jeunes pousses de moutarde rouge frisée. Donc là, nous sommes vraiment sur une conception 100% végane. À Nantes, les établissements de restauration rapide mais saine poussent comme des champignons. En fait, on ne déjeune plus, on se détoxifie à grands coups de soupe maison, de tarte aux légumes ou même de compléments alimentaires. Même les crumbles sont salés. On est un peu pressé pour déjeuner. On n'a pas encore eu trop le temps, puis on voit qu'on peut manger rapidement du coup en se servant nous-mêmes. Donc voilà, côté pratique. Il y a le McDo aussi. Ouais, mais bon, le McDo et ce qui est proposé ici, ça m'a l'air quand même un peu plus sain.
La première table, elle a quoi à part les burgers? Des burgers sans un gramme de viande. Nous sommes dans un restaurant certifié AB. Ils ne sont que 70 en France à bénéficier de ce label bio. Dans une autre vie, Pascal mitonnait à ses convives des riz de veau à tomber par terre. Aujourd'hui, la carte annonce la couleur. Les clients mangeront 100% bio, végétal et sans gluten. C'est un acte écologique, politique, philosophique pour certains, mais pour la plupart, en tout cas pour la plupart de nos clients, c'est un acte plutôt personnel de se dire, bon, j'ai à ma disposition d'autres moyens de manger, j'ai une cuisine qui est différente, je veux participer moi aussi à la nature, c'est-à-dire ne pas faire en sorte que la nature soit polluée ou encourager la pollution de la nature par les insecticides, par les engrais, par l'élevage intensif. Un désir de fraîcheur, de produits bruts non transformés, qui a donné naissance à une toute nouvelle économie. L'offre des supermarchés spécialisés en produits éthiques et bio ne cesse de s'étoffer. C'est comme l'alimentation en circuit court. Cette ferme de l'agglomération nantaise regroupe une dizaine de producteurs associés qui tiennent à tour de rôle la boutique. On s'adapte. Fruits et légumes, viande, produits laitiers n'ont fait qu'un court voyage pour arriver ici. Même les kiwis sont vendéens. Oui, je fais un maximum attention à ce qu'on mange. On limite les produits transformés, voilà. Et puis j'aime bien cuisiner, donc autant avoir des bons produits. Donc du coup, vous faites beaucoup de courses à pied, c'est ça? Raisonnable, l'alimentation sans aucune protéine animale? Oui et non, selon cette diététicienne, qui préconise avant tout de varier les plaisirs, de manger moins et mieux, et d'éviter les produits transformés. Vos entraînements avant la compétition. Manger végétarien ne veut pas dire manger sainement. Voilà. Les produits veggie ne sont pas les plus équilibrés, ne sont pas les mieux en termes de composition. Donc, moi, je questionne toujours la personne qui vient me voir pour un régime végétarien, pour qu'il me dise si c'est éthique ou si c'est vraiment parce qu'il a entendu dire que c'était meilleur pour sa santé. Les modes ont aussi un effet pervers. Manger sans gluten juste pour essayer peut par exemple rendre invisibles certains symptômes de la maladie cœliaque, chronique et auto-immune. Elle touche l'intestin. Si vous avez des troubles digestifs et vous avez l'impression que vous pouvez les associer à la consommation des produits à la base du blé, la première chose à faire, c'est d'aller voir votre médecin, de faire au moins une prise de sang, et le mieux, c'est de faire vraiment l'endoscopie pour écarter de manière la plus fiable une éventuelle maladie cœliaque. Victoire est végane depuis 1 an et demi. Elle n'achète plus de cuir, de laine. Les menus à la maison sont exclusivement à base de végétaux et tout va bien, merci. Et là, ça fait très longtemps que je suis pas tombée malade. Je me sens active, je me sens bien. Quand on a fini de manger, je suis pas là. On n'est pas lourd, quoi. On est bien, on a mangé, on a donné la bonne énergie à notre corps. Et c'est pas des produits gras où on sent que c'est compliqué pour l'organisme de les assimiler. Donc meilleure santé et meilleure mental. Crumble de fruits écrasés, chips d'épluchures de pommes de terre, pesto de fans de radis, bouillon aux arêtes de poisson. La tendance à venir sera aussi celle de la récup en cuisine. Des repas qu'il est possible d'accompagner de vin avec modération, bien sûr. Les Français en consomment 42 litres par habitant et par an. Reste toutefois à trouver la bouteille qui s'accordera le mieux avec votre menu. Et c'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on n'y connaît pas grand-chose. Un étudiant nancéen a donc eu l'idée de créer une application pour aider à trouver le vin le plus adéquat et le caviste le plus proche. Un sommelier de poche, en quelque sorte. Santé à tout le monde. Un petit apéritif entre amis, jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que dans ce petit scénario, 1 heure avant, il manquait le vin pour trinquer. Et c'est avec l'application pour smartphone qu'il a imaginé que Nance Thomas a trouvé ce qu'il lui fallait à proximité de chez lui. Bonjour. Je cherche ce vin que j'ai vu sur l'application Winoo pour un apéro ce soir. Oui, vous auriez ça? Bien sûr, suivez-moi. C'est vraiment mettre en lien le consommateur, donc par exemple moi, avec le caviste qui connaît son métier et qui en fait a envie de faire découvrir des nouveaux vins à des consommateurs dont je fais partie. Et donc on va en fait simplement les mettre en relation, soit en leur proposant des vins qui correspondent à leurs critères, ou bien en fait avec des événements où ils peuvent venir découvrir, pour le coup avec plus de personnes, des mets et des accords avec des vins. Juste ici, et vous allez avoir un profil
fruits rouges et agrumes, donc parfait pour l'apéritif. Un très bon apéritif. Au revoir, monsieur. Messieurs. On aimerait vraiment réussir à développer quelque chose de plus important et vraiment réussir à mettre en relation aujourd'hui les vignerons qui n'ont pas forcément une force commerciale, d'aller voir les cavistes et développer leur réseau, parce qu'aujourd'hui il y a souvent des gros mastodontes ou des grands groupes derrière certains vignerons, et donc eux ils ont la possibilité de le faire, et nous on a vraiment aidé les plus petits pour les mettre en relation avec les cavistes et créer toute une plateforme où il y aurait un échange. Ils sont tous en 3e année dans une école de l'Internet à Paris. Avec 2 autres étudiants, ils ont d'ailleurs fait de cette application leur projet d'études et d'entreprise. Je pense que c'est une belle aventure humaine entre nous. C'est des contacts, puisque le monde du vin, c'est quand même quelque chose où il y a énormément de monde. Il y a tellement de choses à faire, en fait, vu le marché du vin numériquement parlant. Il y a tout à créer dans ce secteur-là. Dans leurs objectifs, élargir les offres de services avec la livraison à domicile ou encore offrir une traçabilité de leurs produits aux vignerons. Et pour eux, transformer l'essai en créant leur entreprise et leur emploi. Oui, sachez que l'application Wino est téléchargeable gratuitement. Alors nous parlions au début de ce magazine de nos habitudes alimentaires qui changeaient, et la gestion de nos déchets aussi. Nous sommes en effet de plus en plus nombreux à avoir pris conscience de l'importance de trier ses poubelles et pourquoi pas d'en faire du compost. Regardez ce chiffre impressionnant, il y a 1 Français sur 2 qui pratique le compostage. Et pas besoin d'habiter dans une maison, non. Les habitants de nombreux immeubles s'organisent entre eux. Reportage à Nancy, c'est l'instant Vivre Ensemble. Depuis quelque temps, les habitants du Grand Nancy sont invités à changer leurs habitudes. Ils apprennent à ne plus jeter leurs biodéchets dans les sacs plastiques, mais à les déposer dans des composteurs. Tout ce qui est épluchures, pommes de terre, carottes. Des pelures de bananes, des fans de radis. Aucun agrume, parce que ça fermente, ça sent mauvais dans le bac. Yvette et Christian sont les référents compost d'un immeuble HLM. Ils ont en charge de faire vivre le site. Yvette met la matière sèche pour éviter les odeurs et Christian les retourne au moins 1 fois par semaine. C'est pas trop contraignant? Non. Juste l'été, quand il fait trop chaud. Ça sent pas mauvais? Non, pas du tout, j'adore l'odeur. Ça sent la forêt. Christian et Yvette sont un peu les pionniers du compostage partagé. 4 ans qu'ils transforment les biodéchets en engrais pour faire fleurir le petit jardin collectif et les balcons. Pour inciter ses habitants à composter, l'agglomération met le paquet. Des bacs, des arrosoirs, des fourches et des poubelles sont offerts gratuitement. Bonjour. Alors tout se passe bien aujourd'hui? Oui, tout se passe bien. Oui. Il faudra simplement ramener... Remettre du broyat, oui, je vois que le bac commence à se vider. 2 maîtres composteurs sont même à disposition pour les aider. Ils ne sont pas lâchés dans la nature. S'il y a des problèmes, nous, de toute façon, on accompagne le site après, donc on reste présent sur le site. On n'a pas vocation à venir mettre les coups de pelle et les coups de fourche pour les autres personnes, mais on viendra donner un coup de main volontiers pour leur faire voir comment il faut faire la première fois. Et s'ils ont des problèmes, genre mauvaise odeur qui peut arriver, hein, c'est pas une fatalité, mais ça peut arriver, on est là pour leur montrer comment on corrige le problème. Composter, ce n'est pas une obligation dans le Grand Nancy, mais c'est fortement recommandé. Le but, éviter que des tonnes de biodéchets qui peuvent retourner à la terre ne partent à l'incinération, ou pire, à l'enfouissement. L'enjeu est de taille, 25 000 tonnes tout de même par an. Olivier en est conscient, il a milité activement pour installer des bacs au pied de son immeuble. Ici, on a une copropriété où il y a environ, je crois, 200 ou 250 appartements. Donc, et j'en ai entre 20 et 30 qui ont signé la convention avec le Grand Nancy, donc parce qu'il y a une petite convention, remise du bioseau, une petite cérémonie. Et puis, mais à mon avis, je pense qu'il y en a un peu plus qui l'utilisent parce que, vu comme ça se remplit rapidement, je pense que ça doit être un peu plus. Trier ces déchets, ce n'est pas que bon pour l'environnement, ça l'est aussi pour le porte-monnaie. Moins 15% sur la facture depuis 3 ans. Dans un instant, nous découvrirons ensemble le principe de l'aquaponie. Alors rien à voir avec les courses de poneys dans l'eau, non.
Il s'agit là d'un procédé de culture de plantes grâce aux poissons. Étonnant, vous verrez. Des poissons qui fascinent Léa. À 16 ans, elle est devenue championne de France d'aquariophilie, un loisir qui consiste à mettre en valeur des aquariums notamment. Des compétitions sont organisées. Mais tout de suite, on parle d'une autre passion, la généalogie. Près de 7 Français sur 10 affirment s'y intéresser. Certains en ont même fait leur métier. Ces généalogistes successoraux sont appelés à la rescousse quand on ne retrouve pas les héritiers d'un défunt. Ce matin, le jeu de piste commence à Benfeld, dans le Haut-Rhin. Pour beaucoup, la généalogie se résume surtout à ça, l'arbre de famille avec tous les aïeux. Mais la généalogie, c'est aussi un outil au service des notaires. Maître Laurent Verlet a régulièrement des cas particuliers, des familles où la succession ne tombe pas sous le sens. Il arrive quand même assez fréquemment que notre défunt ne laisse aucun héritier connu, en fait. Et donc, s'il n'a pas fait de testament pour désigner lui-même ses héritiers, on se retrouve à ne pas savoir à qui va revenir donc son patrimoine. Pour régler des successions, dans 2 à 3% des cas, les notaires font alors appel à des enquêteurs, des généalogistes successoraux. En Alsace, une dizaine de personnes seulement font ce métier peu connu. Dans cette étude strasbourgeoise, des généalogistes français et allemands recherchent en permanence des héritiers. Ils pistent les familles, fouillent leurs bases de données ou des annuaires anciens. Le point de départ, toujours le même, un décès. C'est un véritable mystère et nous allons essayer de remonter petit à petit l'histoire de cette personne-là. Pour démêler les secrets de famille, ces détectives en costume cravate doivent maîtriser l'histoire locale. Dans la cave de l'étude, un trésor d'informations. Les noms des optants, ces 300 000 Alsaciens partis de la région en 1871 qui n'acceptaient pas l'annexion à l'Allemagne. Kensinger Auguste est parti à Saint-Louis du Missouri aux États-Unis, certainement avec son frère Clément. Donc ils sont partis juste après l'annexion. On va retrouver dans l'histoire des familles l'histoire locale. On va retrouver, par exemple, dans le nord de l'Alsace, des familles où des personnes, des grands-oncles en tout cas, sont partis à un moment donné, par exemple, aux États-Unis. Après, dans certains autres endroits, dans le sud du Haut-Rhin, du côté de Mulhouse, on va plus retrouver des familles d'origine italienne. En Moselle, ce sera peut-être des familles de mineurs qui venaient de Pologne qu'on va rechercher après dans leur pays d'origine. Au fil des prospections, le travail prend la forme d'une partition de musique. Un arbre avec parfois, comme ici, des dizaines de pages. Donc là, on a déjà beaucoup avancé dans un autre dossier. Le père de la défunte avait eu 7 frères et sœurs. Par conséquent, il a fallu retrouver toutes ces personnes, malheureusement décédées. Donc là, nous avons une vingtaine de cousins dont il va falloir vérifier s'ils sont toujours en vie. Certains d'entre eux pourraient être des héritiers. On a des dossiers avec plus d'une centaine d'héritiers. Et ça veut dire une centaine d'héritiers, ça veut dire au moins le triple de recherche. 300 personnes à essayer de retrouver. Et ça peut prendre un temps fou. 2 ans, 3 ans. Après, une grosse partie du travail se fait sur le terrain, dans les mairies, les cimetières ou aux archives. La fiche que j'ai me prouve qu'il n'y avait que 3 enfants, ils sont tous décédés. Et malheureusement, nous n'aurons pas d'héritiers pour cette partie de la famille. Et donc, en conséquence, on va devoir essayer de retrouver des héritiers dans une autre partie de la famille, en espérant pouvoir déboucher rapidement. L'enquête se poursuit. Les généalogistes seront rémunérés avec un pourcentage de la succession. Un héritage moyen s'élève à 1 600 € et peut grimper jusqu'à 200 000. Et on enquête encore et toujours pour découvrir un procédé de culture assez méconnu, l'aquaponie. Ce concept étonnant permet de cultiver des plantes, des légumes le plus naturellement possible grâce à des poissons. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous allez le voir, le procédé ingénieux est en fait assez simple, même s'il demande une certaine organisation. Des Alsaciens se sont lancés sur ce créneau et leur carnet de commandes ne désemplit pas. Ces poissons rouges n'ont rien de décoratif. Leur bocal est en fait un potager et les carpes rien d'autre que du terreau. Voilà le principe de l'aquaponie. Élise Urban et son mari y sont venus pour raison de santé. Atteints de la maladie de Lyme, ils ont voulu reprendre le contrôle de leur alimentation. Ils ont installé une première serre chez eux. Satisfaits des effets bénéfiques, ils ont décidé d'en concevoir pour les autres, car Élise en est convaincue, les fraises ainsi cultivées sont un vrai médicament. Quand on a déjà des bactéries dans le sang, comme la maladie de Lyme, on ne peut pas après rajouter des pesticides dans le corps parce que le corps est déjà en train de se battre avec les bactéries.
Parce que sinon, on va rester alité ou alors ça va faire de l'eczéma encore plus ou ça va causer plein d'effets secondaires en fait. Ils auraient pu installer un potager traditionnel, mais trop chronophage pour Élise. L'avantage de l'aquaponie, pas de désherbage, pas de limaces, les poissons remplacent la terre et leur déjection les engrais. Elles contiennent en effet de l'ammoniac transformé en nitrite grâce à des microbactéries. De quoi nourrir les plantes qui, à leur tour, purifient l'eau. Celle-ci retourne aux poissons. Le cercle est vertueux et le concept prometteur. Le mari d'Élise et ses associés ont pu récolter 1 million d'euros de la part d'investisseurs cet été. De quoi louer ses locaux à Molsheim et embaucher. Voilà, on est sur un pH à 8,4 depuis la semaine dernière. Rendre les serres autonomes en énergie, pouvoir les gérer à distance, veiller au meilleur équilibre possible pour les poissons, telles sont les améliorations auxquelles travaille la start-up qui mise tout sur la recherche et le développement. On travaille sur des petites échelles comme ça, mais on travaille sur des serres de plusieurs centaines de mètres carrés, en urbain, sur des toits, sur des zones où on ne pourrait pas cultiver parce qu'il n'y a pas de terre, il n'y a rien du tout. Et bien justement, on va pouvoir utiliser ces espaces en urbain et en transformer en espaces productifs et nourrir les gens dans les villes efficacement, alors qu'aujourd'hui, il faut transporter avec des camions via Rungis. En 2 ans, l'entreprise a déjà vendu une 50aine de structures à travers toute l'Europe et jusqu'en Nouvelle-Zélande. 60% des clients sont des particuliers, comme Jackie Wolf. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va, ça va. Super place pour l'installation. Les pièces de sa future serre viennent d'arriver. Elle sera montée en quelques heures. L'espace fera 22 mètres carrés et pourra produire l'équivalent d'un potager de 200 mètres carrés. C'est l'un des arguments qui a séduit ce client, le gain de place, mais aussi un jardinage plus rapide et plus ergonomique. Quand on jardine de façon générale, on est tout le temps obligé d'être au sol, etc. Et donc, en fin de compte, le fait de pouvoir être debout, en position normale, c'est beaucoup plus commode. Et c'est des gestes naturels. Jackie Wolf a déboursé près de 5 000 € pour sa serre. Rapporté aux achats de légumes sur les marchés, il l'amortira en 3 à 4 ans et pourra même, grâce aux poissons, récolter des fraises en hiver. Des poissons qui passionnent Léa. Son truc à elle, c'est l'aquariophilie. Des heures durant, elle s'occupe de son aquarium, elle le bichonne et elle recrée des environnements propices au développement de ses pensionnaires. Aujourd'hui, elle est même incollable sur cette discipline au point d'être devenue championne de France à seulement 16 ans. Rencontre chez elle dans la Marne, c'est l'instant portrait. Bienvenue en Amazonie subaquatique, une eau douce à 25 degrés, de la végétation et des poissons originaires d'Amérique du Sud, tout cela en plein cœur du vignoble champenois. Au-dessus de tout ce petit monde, Léa, 16 ans, une aquariophile passionnée. J'essaye de reproduire le plus possible l'environnement des poissons, donc ça dépend des espèces. Donc par exemple ici c'est de l'Amazonie, donc on va plus retrouver des roches avec des mangroves, tout ça, et avec beaucoup de plantes. Et j'aime pas les choses artificielles, c'est vraiment, même ça provoque du stress pour le poisson. Ce qui m'intéresse le plus dans l'aquariophilie, c'est surtout le comportement des poissons. Ça peut vraiment varier d'un poisson à l'autre et d'une espèce à l'autre aussi. Et c'est hyper intéressant et puis c'est hyper joli, hyper relaxant à regarder, quoi. Cette adolescente connaît bien son sujet et pour cause, elle est championne de France Espoir en titre d'aquariophilie. Elle a été sélectionnée grâce à ses réalisations personnelles. Le jour de la finale à Paris, elle a participé à une épreuve imposée de 7 heures. Les candidats avaient tous à leur disposition un bac vide, différents systèmes de pompes, de filtres et des décors. Chacun a dû recréer un univers et expliquer son travail à un jury de spécialistes. Pourquoi telle plante, qu'est-ce que je mettrais comme poisson, Pendant combien de temps? L'entretien. Je fais ça pendant, je sais pas, une bonne dizaine de minutes, l'oral. Ouais. Il y a eu beaucoup d'émotions, quoi. C'est vrai quand on m'a dit, Léa Danstrel, vous êtes championne de France d'aquariophilie. Enfin, pour moi, en tant qu'aquariophile et passionnée, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment une fierté, quoi. Léa doit sa passion et une partie de son talent à son grand frère Hugo. C'est lui qui lui a transmis le virus de l'aquariophilie. Il était à ses côtés lors du championnat de France. Elle a bien géré son temps, elle a pris de l'expérience par rapport à l'année d'avant. Je suis très fier de ce qu'elle a fait, c'était vraiment pas mal. Elle a bien pris la relève. Ouais.
Comme toutes les jeunes filles de son âge, Léa aime le shopping, mais son magasin préféré est une animalerie, car il y a toujours à faire dans un aquarium. On peut l'embellir, le garnir et surtout choisir de nouveaux poissons. Léa adore les bata splendes, les célèbres combattants qui vivent souvent seuls à cause de leur caractère belliqueux. J'aime bien regarder tous les autres types de poissons. Il y a toujours des nouveautés là, les poissons. Il y a toujours des nouveaux produits et tout ça. Et j'aime bien savoir tout. Puis après réfléchir et peut-être après acheter. Voilà. Une grosse rouge, celle-là, bien vivace. Elle a des très bonnes notions. Elle sait ce qu'elle veut. Non, elle est vraiment très débrouillarde. À cet âge-là, c'est pas encore quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc ça fait plaisir de voir des jeunes qui s'intéressent comme ça à l'aquariophilie. Léa repart rarement les mains vides, encore un nouveau compagnon pour la jeune championne, une passion dévorante, mais qui ne l'empêche pas d'être également une brillante lycéenne. Donner la parole aux passionnés aux quatre coins du pays, parler bien-être et sujets pratiques, c'est ça l'instant R, R comme région. On se retrouve demain à 10h50 sur France 3. Très bel après-midi à tous.